Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur TV5 Monde. À la une de l'actualité internationale, à peine nommé, le nouveau président du Sri Lanka affiche sa fermeté. Dans la capitale, le principal camp de manifestants a été démantelé cette nuit par l'armée. Au moins 50 personnes ont été blessées selon les organisateurs du mouvement de protestation. Moscou et Kiev doivent signer ce vendredi un accord pour permettre l'exportation des céréales toujours bloquées en Ukraine. Il est très attendu par la communauté internationale face au risque de famine dans le monde. Pendant ce temps, sur le terrain, l'armée russe poursuit son offensive. Enfin, la nature s'invite en plein cœur de Paris. Comme chaque été, le musée du Quai Branly Jacques Chirac prend son jardin d'été pour proposer aux visiteurs des activités gratuites autour du thème de la nature. Charlotte Fesneau, responsable de la médiation du musée, est notre invitée. Au Sri Lanka, des centaines de soldats et de policiers ont donc démantelé cette nuit un camp de manifestants dans la capitale. Une opération qui intervient quelques heures seulement après la prestation de serment du nouveau président Ranil Wickremesinghe. Il avait promis d'être très ferme avec les contestataires. Le point sur la situation avec Elsa Assalit. Des centaines de soldats et policiers sri-lankais à l'assaut de ce camp de manifestants. Cette nuit à Colombo, les forces de l'ordre ont détruit les tentes des protestataires et enlevé les barricades érigées devant l'entrée du palais présidentiel. Selon la police, 9 personnes ont été arrêtées, 2 d'entre elles seraient blessées. Une intervention violente, dénoncée dès l'aube par les témoins sur place. Ils ont bloqué toutes les routes, mis des barrières et détruit nos tentes et nos affaires. Ils voulaient récupérer le bureau du secrétaire présidentiel et ils nous ont battus, vraiment violemment. Ils ont battu des sourds, des handicapés aussi. Cette opération intervient quelques heures seulement après la prestation de serment ce jeudi du nouveau président et ancien Premier ministre Ranil Wickremesinghe, à qui les Sri Lankais reprochent ses liens avec l'ancien gouvernement. Le 14 juillet, Gotabaya Rajapaksa démissionnait après des mois de violentes manifestations. Le nouveau chef de l'État hérite d'un pays ravagé par une grave crise économique, marquée par des pénuries de nourriture, d'électricité et de carburant qui ont poussé la population dans la rue. Nous serons toujours pacifiques et nous nous battrons jusqu'à ce que le régime de Ranil Rajapaksa soit éliminé de l'histoire politique et qu'il y ait un changement constitutionnel. Une situation qui pousse les Sri Lankais à fuir le pays. Devant ce bureau de l'immigration, les files d'attente sont de plus en plus longues pour obtenir un passeport. J'ai senti que je devais partir à l'étranger. Avec la situation ici, c'est difficile de vivre. Les prix sont élevés, il n'y a pas de carburant, pas d'huile, pas de salaire. Donc je me suis dit que je devais partir. D'autres tentent de fuir clandestinement par la mer. À bord de ce bateau, 33 Sri Lankais sont ramenés sur terre par des officiers de la marine. Le président doit désormais composer un nouveau gouvernement. Il a déjà nommé ce vendredi matin Dinesh Gunawardena, son ami d'enfance, au poste de Premier ministre. L'Inde a depuis hier une nouvelle présidente, Draupadi Murmu, élue par les députés locaux et fédéraux de tout le pays. C'est donc une femme de 64 ans qui occupera cette fonction surtout symbolique dans le système parlementaire indien. Mais son profil est très intéressant. Sébastien Farsi, vous êtes notre correspondant à New Delhi. Ce qui est frappant, c'est qu'elle est la première présidente d'origine tribale à diriger l'Inde. Oui, tout à fait. C'est d'abord Draupadi Murmu, une fidèle soldate du parti nationaliste hindou du BJP, qui est au pouvoir aujourd'hui, où elle œuvre, cette femme, depuis 2 décennies. Et elle était jusqu'à l'année dernière gouverneure d'un État du nord du pays, l'État du Jharkhand, qui compte une importante population tribale. Donc oui, cette identité tribale est vraiment ce qui a intéressé le plus ce parti au moment de la choisir comme candidate à ce poste. Le Premier ministre Narendra Modi veut envoyer un message fort apparemment de reconnaissance de ces populations tribales, des populations qui vivent dans les régions rurales, montagneuses, représentent environ 9% de la population indienne, mais restent en grande majorité marginalisées. Elles bénéficient, ces populations, depuis longtemps de quotas pour entrer plus facilement dans les universités ou dans l'administration, mais de manière générale, elles restent très pauvres. C'est donc un signe de reconnaissance, certes, car la présidente est officiellement la chef de l'État de l'Inde, mais c'est un geste politique avant tout, car cette élection peut permettre à ce BJP d'attirer maintenant l'électorat tribal, généralement plus proche de la gauche, du Congrès et des partis régionaux, et cela à peu de frais, car oui, même si c'est la chef de l'État, cette fonction de présidente est en fait assez représentative en Inde. Dans les faits, c'est le Premier ministre qui est le vrai chef de l'exécutif, et cette présidente aura donc
peu d'influence sur la politique indienne et son ascension à sa haute fonction ne garantit pas vraiment que les tribaux soient mieux traités pendant son mandat. Merci à vous, Sébastien Farsi, pour toutes ces informations. Moscou et Kiev se retrouvent donc ce vendredi à Istanbul pour signer un accord sur les exportations. Des millions de tonnes de céréales sont encore bloquées en Ukraine. En échange de cet accord, Vladimir Poutine devrait obtenir un allègement des sanctions occidentales. Les explications de Lou Bureau. C'est un accord qui pourrait enfin permettre d'exporter les millions de tonnes de céréales ukrainiennes. Après plus de 5 mois de blocage et la menace d'une crise alimentaire mondiale, l'Ukraine et la Russie sont tombés d'accord sur la reprise des exportations en mer Noire. Un accord sous l'égide de la Turquie qui aurait en quelque sorte un rôle d'arbitre. Tous les navires, en partance et en provenance de l'Ukraine, seront inspectés durant leur passage dans le détroit du Bosphore. L'Ukraine et la Russie s'engagent aussi à respecter des couloirs de navigation sécurisés. Pour les États-Unis, c'est un bon signe, mais la prudence reste de mise. Nous saluons l'annonce de cet accord sur le principe, mais ce qui nous importe maintenant, c'est de tenir la Russie pour responsable de la mise en œuvre de cet accord et de permettre aux céréales ukrainiennes d'atteindre les marchés mondiaux. Car encore faut-il que les agriculteurs ukrainiens puissent récolter. Ces derniers mois, les autorités ukrainiennes ont régulièrement accusé la Russie de cibler les champs de céréales et les silos de stockage. Chaque jour, quelque chose brûle. Hier, il y avait des incendies pendant toute la journée et la nuit. Les pompiers sont débordés et ne parviennent pas à éteindre les feux dans les villes et les feux dans nos champs. Ce n'est pas une bonne situation. L'accord devrait être signé pour une durée de 4 mois reconductibles, un temps suffisant pour écouler les stocks de céréales ukrainiennes bloqués avant la prochaine récolte. Et pendant ce temps, l'offensive russe se poursuit en Ukraine. De nouvelles frappes ont fait 3 morts et 23 blessés à Kharkiv ce jeudi. Depuis le début de l'offensive, la deuxième plus grande ville du pays est régulièrement la cible de l'artillerie russe. Mais jusqu'à présent, les troupes de Moscou n'ont jamais réussi à reprendre le contrôle de cette ville située à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec la Russie. Et au total, 5 millions d'Ukrainiens, principalement des femmes et des enfants, ont fui leur pays depuis le début de la guerre. Et face à ce conflit qui s'éternise, certains centres d'hébergement évoluent, comme ici au nord de Varsovie, où les services d'un coiffeur ou d'un dentiste sont désormais proposés. Elsa Assalit. Des centaines de lits de camp, montés les uns à côté des autres, pour accueillir des centaines de familles ukrainiennes. Au nord de Varsovie, ce hall d'exposition a été converti en centre d'hébergement dès le début de la guerre, il y a 4 mois. Pour de nombreux réfugiés, ce lieu devait être une solution temporaire. Mes enfants ne veulent même pas sortir parce qu'ils se sentent bien ici. Les bénévoles s'occupent d'eux tout le temps. Ils chantent, ils dansent, ils mangent, ils s'amusent. Mais leur séjour s'est prolongé en même temps que le conflit. Alors le centre s'est adapté pour devenir un véritable lieu de vie. Nous faisons très attention à créer ici une ambiance cordiale, familiale, pour que ces gens puissent se sentir un peu comme à la maison. On offre également une aide médicale, il y a des dentistes, une garderie pour les enfants, une école maternelle. Nous essayons aussi, tant que possible, d'intégrer ces gens professionnellement. On leur cherche du travail ou des activités pour qu'ils se sentent utiles. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Pologne a accueilli un peu plus d'1 million d'Ukrainiens depuis le début de la guerre. La plupart louent des logements ou sont hébergés dans des familles, mais ils sont encore des milliers à vivre dans des centres comme celui-ci. Direction le Mali maintenant. Ce vendredi, vers 5 h du matin, des tirs nourris ont été entendus dans la ville de Kati. L'armée évoque une attaque terroriste qui aurait été repoussée. Notre rédacteur en chef Afrique et ancien correspondant au Mali, Ousmane Ndiaye, est avec moi en plateau. Alors, quelle est la situation sur place? Que s'est-il passé exactement? Alors, ce que nous savons, au moment où nous parlons, vers 5 h du matin, 2 voitures bourrées d'explosifs ont attaqué le camp militaire de Kati. Des témoins confirment cette version, l'armée malienne aussi. L'attaque a été repoussée, dit l'armée malienne vigoureusement, et les assaillants auraient perdu 2 hommes. Ce que nous savons pour le moment. Alors, dans le communiqué de l'armée malienne, nous ne savons pas. L'armée malienne parle d'attaque terroriste, mais nous ne connaissons pas encore le groupe. Mais le mode opératoire
rappelle l'État islamique. Ce type d'attaque est un mode opératoire très connu de l'État islamique. En quoi cette attaque est-elle particulière? Alors, elle est particulière, parce qu'elle touche le cœur du pouvoir. Il faut savoir que Kati est une ville stratégique. C'est le cœur de l'armée malienne, c'est le cœur du dispositif de défense de l'armée malienne. C'est une ville quasiment militaire. On appelle la ville garnison de Kati. Elle est à 15 km de Bamako. Et deuxième chose, ça montre les capacités opérationnelles des terroristes. Ils ont la capacité de frapper dans l'endroit qui est censé être le plus sécurisé du pays. Enfin, Kati, il faut le dire, il faut se le garder en tête, tous les coups d'État que le Mali a connus sont à peu près partis de Kati, dont le dernier coup d'État. Et d'ailleurs, le chef de la transition, le colonel Goïta, est basé à Kati et ont été formés tous au Prytanée militaire de Kati. Merci à vous, Ousmane Ndiaye, pour toutes ces informations. Et sachez qu'Emmanuel Macron sera en tournée sur le continent africain dès lundi pour 3 jours. Le chef de l'État français se rendra au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Ce déplacement en Afrique subsaharienne, le premier depuis sa réélection, aura notamment pour thème la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine, les enjeux de production agricole et les questions sécuritaires. Aux États-Unis, Donald Trump doit être tenu responsable de l'invasion du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021. C'est la conclusion du président de la commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Benny Thompson affirme que l'ancien président a ouvert les vannes au désordre et à la corruption. On écoute. Il ne fait aucun doute qu'il a ordonné à une foule qui savait lourdement armée, violente et enragée, de marcher vers le Capitole pour tenter d'empêcher le transfert pacifique du pouvoir. Il a pris pour cible son propre vice-président et des parlementaires. Ces faits n'ont pas été contestés et il faut donc que des comptes soient rendus devant la loi et devant le peuple américain. Je vous le disais en titre, le musée du Quai Branly Jacques Chirac propose une pause rafraîchissante. Avec son jardin d'été, de nombreuses activités se déroulent dans son vaste espace vert. Charlotte Fesneau, responsable de la médiation du musée, est notre invitée. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors avant de nous détailler toute la programmation de cet été, quelques mots peut-être sur ce jardin du Quai Branly qui est tout simplement exceptionnel. Je crois qu'il y a près de 18 000 mètres carrés de verdure en bord de Seine, c'est bien ça? Exactement, oui, c'est un jardin au pied de la Tour Eiffel de presque donc 2 hectares. Et c'est vrai que le musée est peut-être davantage connu pour son bâtiment, signé Jean Nouvel, pour les incroyables collections qu'il abrite d'objets d'Asie, d'Afrique, d'Océanie et des Amériques. Mais en fait, le projet architectural initial incluait aussi ce jardin qui a été imaginé et dessiné par le paysagiste Gilles Clément et qui est vraiment un jardin qu'il qualifie lui-même de jardin vivant, extrêmement foisonnant. On est très très loin des jardins à la française avec le jardin du musée. Alors à quoi peut-on s'attendre exactement cet été? Quelle est la programmation que vous proposez? Alors c'est une programmation qui est à l'image du jardin, qui est extrêmement foisonnante. Elle est entièrement gratuite, en accès libre, et elle s'adresse à tous les publics, à la fois les familles avec des ateliers, des contes, des quiz, des jeux. Pour les plus grands, il y a évidemment les nocturnes du jeudi qui leur permettent de visiter gratuitement les collections et les expositions. Et puis, on a même des initiations au jardinage urbain, au jardinage japonais, avec la découverte de l'art du kokedama, qui est un art de composition végétale japonais. Donc ça, c'est le jeudi soir, les 2 derniers jeudis de juillet et d'août. Et puis, il y a aussi Jardin d'été, ce sont aussi des temps de spectacle vivant, avec notamment ce week-end, demain et après-demain, la compagnie guinéenne Circus Baobab qui va présenter un spectacle dans le théâtre de verdure. Eh bien justement, je vous propose que l'on regarde un reportage sur ce cirque contemporain guinéen, Circus Baobab, une troupe mythique, fleuron du cirque aérien africain. Il est signé Pascal Achard et Abdourahmane Ba. Une performance artistique tonique et de très haut niveau, entre danse hip-hop et acrobaties époustouflantes, sans filet de sécurité. Ce qui m'a le plus fasciné, c'était les figures.
Quand les gens ils faisaient des saltos et tout, vraiment ils ont du courage et ils ont confiance en leurs collègues quand ils sautent. Ce spectacle était grave magnifique. Ils se viennent de loin, c'est magnifique. La compagnie guinéenne Circus Baobab fait escale en France avec son nouveau spectacle, Yé. Ce spectacle Yé, ça nous parle de l'eau. Yé, ça veut dire l'eau chez nous en Guinée. Et en plus, on a un manque d'eau chez nous en Guinée. Cette création, les artistes l'ont préparée intensément pendant plusieurs mois, ici, dans leur local de Dixine, quartier populaire de Conakry, QG du collectif. Une troupe qui aime à dire qu'elle forme une famille. Ses membres ont en commun une enfance difficile. Kerfala Bakala Kamara peut en témoigner. Il est là depuis la création de la compagnie en 1998. Et à l'époque, j'avais 14 ans, j'étais artiste, j'étais sur les scènes. On travaille souvent avec les enfants qui viennent dans les rues, comme moi. Moi, je suis grandi dans les rues. Souvent, on continue à récupérer les enfants qui ne sont pas de moyens pour aller à l'école. Un tremplin pour se réinsérer au sein d'une troupe qui s'est professionnalisée au fil des années. La plage demeure encore le lieu de rendez-vous en fin de journée. Ces derniers mois, les répétitions se sont rallongées pour peaufiner le spectacle. Mais malgré les longues heures d'entraînement, c'est la joie qui domine. Je suis fier de ce que je fais et de ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'au départ, ça n'a pas été du tout facile pour moi. Avec la famille, tu vois, c'est pas du tout facile. Ici en Guinée, quand tu vois ton enfant faire ce genre de trucs, la famille, les parents pensent que réellement ça ne paye pas. Voilà, mais ça ne paye pas tellement, mais nous on croit que ça va payer un jour. Et Fodé peut se réjouir. Il embarque pour la grande tournée qui emmène la compagnie Circus Baobab à travers l'Europe pendant plus de 6 mois. Et la musique d'Iwan de l'Est algérien est aussi à l'honneur. Oui, elle sera mise à l'honneur le dimanche 21 août dans le Théâtre de Verdure, tout comme le spectacle de la compagnie Circus Baobab. En fait, le Théâtre de Verdure, c'est notre théâtre en plein air au sein du jardin. C'est vraiment un cadre incroyable avec des très grands bambous. Donc c'est un lieu privilégié pour voir le concert comme le spectacle. Et j'ajouterais juste une précision, c'est que toute la programmation de Jardin d'été, les spectacles compris, est gratuite en accès libre, évidemment dans la limite des places disponibles. L'idée, c'est d'attirer un nouveau public à l'intérieur du musée cette fois ? Oui, l'idée, c'est à la fois de proposer à notre public habituel peut-être une expérience enrichie, en fait. Je le disais, le jardin, il fait partie du projet initial du musée. En fait, l'expérience de visite, elle commence dès qu'on entre dans le jardin. Elle commence pas au moment où on pousse la porte du bâtiment musée à proprement parler. Donc c'est pour ça que ce temps jardin d'été, c'est vraiment un temps fort de la programmation du musée. On souhaite proposer une expérience enrichie aux visiteurs habitués du musée, puis on souhaite en conquérir de nouveaux avec une programmation très accessible, conviviale et festive. Des visiteurs qui sont principalement français, comment vous l'expliquez ? Parce que le musée est peut-être pas, par rapport au public touristique, n'entre peut-être pas dans les premiers musées qu'on fait quand on vient à Paris. Évidemment, quand on vient à Paris, on va au Louvre, à Orsay. Le musée de Quai Branly, en général, c'est peut-être plutôt un musée qu'on visite quand on vient une deuxième fois dans la capitale. Mais c'est vrai qu'on est à 2 pas de la Tour Eiffel, donc on bénéficie aussi d'une très belle visibilité. Et puis, le lieu est absolument magnifique. Donc... Eh bien, tout cela donne envie d'aller flâner, en tout cas cet été, du côté du Quai Branly. Merci à vous, Charlotte Fesneau, d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.